Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. De la tension à l'ancienne piste de Mermoz, des mécaniciens en passe d'être déguerpis ont résisté à l'opération menée par le maire Barthélémy Diaz. Les deux camps ne comptent pas lâcher du lest. L'intersyndicale des collectivités locales déroule son deuxième plan d'action dans l'opération Nibi. Une grève et une marche nationale sont annoncées. Le maire Bamba Fall, présent à la rencontre, annonce que c'est le gouvernement qui a payé les salaires lors de ces 2 derniers mois. Et puis les aéroports du Sénégal ne veulent pas faiblir dans la lutte pour barrer la route au virus Ebola. Ils vont accroître la surveillance et la prévention, même si la menace a nettement reculé. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le calife de Darou Mufti rappelé à Dieu. Serigne Cheikh Khady Mbacké s'était en des suites d'une maladie à l'âge de 93 ans. Et puis retenez également l'inspecteur Ousmane Faye a été inhumé ce matin à Gorom, à Rufisque. Il est décédé brusquement hier lors de l'installation du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire. Je vous le disais en titre, des mécaniciens en colère résiste à l'opération de déguerpissement menée par le maire Barthélémy Diaz, qui n'entend pas reculer. Selon lui, le site situé près de l'ancienne piste de l'aéroport n'est pas la propriété de ces mécaniciens. Toutefois, Barthélémy Diaz promet de les accompagner. Il souhaite mettre 60 millions de francs CFA à leur disposition. Mame Biram Diouf et Pape Fall nous en disent plus. C'est leur façon à eux, ces mécaniciens, de dire non face à la volonté de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur de les déguerpir. Nous sommes irréprochables. Ce terrain nous a été cédé par la ville de Dakar du temps du maire Mamadou Diop. C'était un projet bien ficelé pour nous caser ici. C'était un projet bien défini. Barthélémy Diaz, qui dit être dans ses droits, ne fait pas dans la reculade. Il est inconcevable qu'un citoyen sénégalais puisse bénéficier d'un titre de propriété en bonne et due forme, un titre foncier, avoir payé ses impôts à l'État du Sénégal, et que des individus qui n'ont aucune autorisation ni de la mairie, qui ne paient aucune redevance, se permettent, et qui n'habitent de surcroît pas le périmètre communal, se permettent de menacer les gens en disant que ce terrain, ils ne sortiront pas de ce terrain. Je m'adresse à ces mécaniciens. Je vous invite, une fois de plus, à saisir l'opportunité qui vous est offerte, parce que dans ce déguerpissement, il y a une mesure d'accompagnement qui est chiffrée à 60 millions et le promoteur est disposé à le mettre à la disposition donc, de ce groupement de mécaniciens pour qu'ils puissent trouver un autre terrain, quitte à l'acheter et à s'installer. C'est le conseil que je leur donne aux lanceurs de pierres et à ceux qui pensent qu'ils ne partiront pas. Je peux leur rassurer en leur disant qu'ils partiront parce que c'est ça notre responsabilité. Nous interpellons le président de la République parce que le maire Barthélémy Diaz a même menacé de mettre feu ici. Il veut reprendre de force ce terrain, mais où est la loi dans tout cela? Ce n'est pas normal. Aurait-il brandi son arme pour un tir de sommation? Le maire de Mermoz Sacré-Cœur ne veut se prononcer là-dessus. Déterminé, il lance ceci. Aux Sénégalais qui disposent de véhicules ou d'un quelconque bien sur ce terrain, je vous invite à venir le prendre parce que dans le cas contraire, ces biens seront vendus à la ferraille. Le procureur est saisi, le sous-préfet aussi informé sur ce bras de fer. Reste maintenant le ministre de l'Intérieur, ajoute Barthélémy Diaz, qui promet de revenir. Et puis direction le département de Vélingara, à Kounkané, où les populations sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère. En effet, elles rencontrent beaucoup de difficultés à cause du manque d'eau potable et d'électricité. Ces populations menacent de passer à la vitesse supérieure si les autorités ne prennent pas en compte leurs préoccupations. Plus d'explications avec notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo.
Kounkané va mal, c'est avec ce slogan que des centaines d'individus habitant la commune de Kounkané située sur la route nationale numéro 6 dans le département de Vélingara ont battu le macadam pour réclamer de l'eau potable, un centre de santé, l'extension de l'électricité et des infrastructures sportives, entre autres doléances. Nous, population de Kounkané, avons décidé d'organiser cette marche dans le seul souci de rappeler au pouvoir public les contraintes qui perdurent et plombent le développement de notre commune. 1. L'érection de notre poste de santé en centre de santé de niveau 2. 2. L'extension du réseau électrique. 3. Le fonçage et l'équipement d'un forage. 4. La fermeture des caniveaux bordant la RN6, car ces derniers sont devenus un danger pour les habitants, surtout pour les enfants pendant l'hivernage. 5. L'installation d'une unité piscicole. Toutes les communes qui sont traversées par les chantiers du MCA ont bénéficié d'infrastructures sociales de base, sauf la commune de Kounkané, selon les propos des marcheurs. Dans une commune forte de près de 20 000 âmes, que ses habitants ne puissent pas se soigner convenablement, ne puissent pas accéder à une eau potable, que la majorité de ses habitants ne puissent pas profiter de l'électricité. Telle une malédiction, toutes les collectivités locales traversées par la route financée dans le cadre du MCI ont bénéficié de nouvelles infrastructures socio-économiques ou socio-éducatives, à l'exception de la commune de Kounkané. Les habitants de Kounkané menacent de durcir le ton au cas où leurs préoccupations ne seront pas prises en compte par les autorités. Je vous le disais également en sommaire, les travailleurs des collectivités locales en plein dans leur deuxième plan d'action Retour au Bercail. Au programme des tournées dans les 19 communes de Dakar, une marche nationale et une grève. L'intersyndicale des collectivités locales veut ainsi pousser le gouvernement à revoir l'acte 3 de la décentralisation. Aminata Mbaresso et Moudou Diop. La mairie de la Médina, point de rencontre du jour, ces travailleurs des collectivités locales continuent leur bataille contre l'acte 3 de la décentralisation. Ils mettent en branle leur deuxième plan d'action intitulé Retour au Bercail. Après plus d'un an d'exercice, jusqu'à présent l'État n'est pas en mesure de finir la réforme qui est restée jusqu'à présent en sa phase 1. La phase 2, qui pour nous est la plus importante, puisque concernant les finances locales, jusqu'à présent n'a pas été abordée. En dehors de quelques petites percées sur les salaires, jusqu'à présent, beaucoup de nos camarades sont restés aujourd'hui avec des arriérés de salaires, l'absence de couverture médicale, la perte de tous les droits acquis. Ce qui est quand même une hérésie. Au programme, des tournées dans les 19 communes de Dakar, une marche nationale, le tout suivi d'une grève générale. L'intersyndicale ayant repris aujourd'hui au niveau de la Médina ses activités, va, je pense, finir les tournées au niveau de Dakar le 18 janvier, aller dans le département de Guédiawaye, de Pikine et de Rufisque, et après cela, nous allons organiser une grande marche nationale pour ensuite aller vers une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Le jour de la clôture, je pense que les arrêtés préfectoraux seront déchirés. Ça n'a aucune valeur juridique. Nous avons accepté de jouer un jeu, mais on n'est pas considérés comme de vrais partenaires. En ce moment, chacun prendra ses responsabilités, parce que ce que nous voulons, c'est de retourner à la ville purement et simplement. L'acte 3 de la décentralisation, un combat qui engage aussi certains maires, c'est le cas de Bamba Fall. L'acte 3 a été conçu dans la précipitation. Vous saviez que c'est à la veille d'un Magal de Touba qu'on a convoqué les députés à voter cette loi. Cette loi a été très mal pensée. Je ne dis pas que l'acte 3 est totalement négatif, mais sur le point qui nous concerne aujourd'hui, le redéploiement du personnel, ça a été un grand échec. Donc nous demandons solennellement et immédiatement à l'État de prendre toutes ces dispositions nécessaires afin que les agents redéployés dans les communes puissent retourner au bercail, à la ville. Faute de répondre à toutes ces préoccupations, le travail risque d'être plombé dans les collectivités locales. Cette fois, l'intersyndicale des collectivités locales promet le feu. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Des erreurs dans les textes de l'acte 3 de la décentralisation, c'est l'avis du maire de la Médina présent lors de la rencontre de l'intersyndicale des collectivités locales. Bamba Fall a annoncé que l'État du Sénégal a aidé certaines mairies à payer les salaires ces 2 derniers mois et cela s'est fait en catimini. Nous l'écoutons. Il est temps pour...
L'État a publié ce décret qui a donné naissance à l'acte 3 de la décentralisation. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils se sont plantés. Parce que dans certaines communes, faute de ressources financières, l'État a dû puiser dans ses propres fonds pour payer les salaires des agents ces 2 derniers mois. Je peux vous donner des exemples de la mairie de Cambérène et celle de la Padoue. Ça a été fait sans médiatisation. Et tout cela montre que l'acte 3 de la décentralisation qu'ils ont voulu imposer est même devenu pour eux une équation difficile à résoudre. Mais pourquoi? Dans son discours à la Nation du 31 décembre dernier, le chef de l'État avait évoqué le principe de la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, une proposition appréciée par El Hadj Momar Samb et Amadou Kanouté. Ces 2 membres de la société civile estiment qu'il faut tout de même une régulation qui ne serait pas de trop également chez les politiques. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy pour plus de détails. Il est temps pour la candidature indépendante aux élections locales, présidentielles et législatives de l'avis du directeur exécutif de SYCODEF Africa, une manière de dépolitiser la gestion de la cité. Tous les citoyens doivent avoir la possibilité de prétendre à diriger les rênes ou d'une commune, ou d'être député, ou d'être, a fortiori, le président de la République de ce pays. Imaginez le nombre d'actions qui sont menées par des gens totalement indépendants. Un avis qu'il partage avec El Hadj Momar Samb, mais il émet toutefois des réserves. Si on dit qu'on va réformer, assainir l'espace politique partisan, et qu'on dise par la même occasion qu'on va ouvrir les candidatures aux indépendants, on va faire d'une main ce qu'on défait de l'autre. Et je crois que ça, il est important de faire de la cohérence. Une incohérence vu la volonté d'assainir l'espace politique. Et pour ce, un encadrement de ces candidatures est nécessaire. Mais pour Amadou Kanouté, ces garde-fous iraient plutôt mieux pour les partis politiques. Qui, me semble-t-il, doivent absolument pouvoir répondre à des critères très précis en termes de nombre, en termes de capacité à pouvoir payer le montant qu'ils doivent payer pour pouvoir. Et ça, c'est une chose. Mais soit, si on dit que l'individu, tous les individus ont les mêmes droits, il faut qu'ils se conforment, ces individus-là, devant ces droits, aux mêmes règles, aux mêmes dispositions. Si maintenant on décide de dégager, de dire qu'il n'y a plus besoin même de partis, que les individus concourent, qu'on mette des normes, on dit tout individu qui concourt au suffrage universel doit remplir tel critère. De sorte à assainir, c'est-à-dire à, disons, diminuer le nombre de partis, le nombre d'individus qui prétendent, etc., etc. Après l'annonce du chef de l'État sur la candidature indépendante dans son paquet sur les réformes institutionnelles, certains membres de la société civile se réjouissent de l'initiative, même s'ils estiment que cela nécessite des barrières pour mieux gérer les candidatures. Coterie partisane. Organisation d'un référendum, réduction du mandat présidentiel. Selon le secrétaire général du FSD/BJ, le chef de l'État veut maintenir le flou plutôt que d'édifier le peuple sur la question. Écoutons Cher Bambadiaï, il est au micro d'Adi Atala. C'est les Sénégalais qui l'avaient élu. La condition simple, c'était de retourner vers les Sénégalais et de les poser cette même question, de vouloir si oui ou non la réduction de ce mandat-là. Ne pas le faire pendant 4 années et revenir avec 15 autres propositions me semble être une stratégie pour apporter un peu plus de confusion et masquer quelque part sa volonté réelle d'aller vers la réduction de son mandat. Et je crois qu'il est extrêmement important que les uns et les autres puissent comprendre que nous sommes dans une démocratie et une démocratie majeure qui n'existe que par la réalité de la tenue des promesses. Et nous pensons que dans la crielle de propositions qu'il a amenées, il y a au moins 2 choses qu'il fallait serrer. La première, j'ai parlé de cela, c'est la réduction de son mandat qui pour moi doit être dissociée complètement des autres propositions. Parce que c'est comme s'il voulait aujourd'hui renouveler les engagements et nous relancer dans une forme de discussion byzantine dans laquelle personne ne sortirait et à la fin, lui, il sera gagnant dans les 2 sens. Et puis parlons santé, chère Tidiane, avec le renforcement des mesures anti-Ebola dans les aéroports du Sénégal. Les ADS vont accroître la surveillance et la prévention afin de parer à toute éventualité avec l'aide du ministère de la Santé. Et cela passe nécessairement par la formation, nous disent nos reporters Aïssatou Païfal et Diafaraba.
Ne surtout pas baisser la garde, accroître la surveillance des frontières aéroportuaires et maritimes, objectif fixé par les aéroports du Sénégal. Un moyen de renforcer la sécurité. Beaucoup de maladies comme la fièvre à virus Ebola éradiquées, de la formation des agents de santé sur les procédures opérationnelles normalisées. Il s'agit de se préparer à la riposte pour éviter la propagation, l'entrée déjà de ces maladies et la propagation de ces maladies, et en limiter la propagation. L'exemple d'Ebola nous permet donc d'entrevoir tout ce qui est maladie transmissible par le transport aérien. Et toujours une actualité, ces maladies émergentes et réemergentes. On a eu l'exemple de la grippe aviaire, l'exemple de la grippe H1N1, l'exemple de la fièvre à virus Ebola. Toujours de forts risques de propagation, une prévention active de rigueur. Un gros risque, le risque c'est Ebola, parce que bien que les autres pays sont maintenant déclarés indemnes d'Ebola ou de transmission Ebola, mais on ne connaît pas encore toutes les spécificités de la maladie Ebola. On parle des patients, parce qu'on a eu beaucoup de survivants avec l'épidémie de 2014, mais ces patients, on ne connaît pas encore toutes les caractéristiques qui sont autour. Il y a des choses à découvrir, donc il faut encadrer. Ce n'est pas le moment de baisser la garde, il faut maintenir la vigilance. Les aéroports du Sénégal s'engagent. La participation à la lutte au niveau des frontières aériennes continue. Notre devoir, c'était d'accompagner l'État au travers du ministère de la Santé, de tout faire pour enrayer et éviter que ce fléau pénètre au Sénégal par la voie aérienne. Le gestionnaire d'aéroport a dans ses responsabilités la gestion de la sécurité, de la sûreté et de mettre aussi le passager dans les conforts qui sont requis par les instances. Donc nous devons faire face à tout écart ou manquement qui pourrait contribuer à enrayer aussi bien la sécurité que la sûreté. L'aéroport international Léopold Sédar Senghor se prépare face à toute nouvelle introduction du virus à fièvre Ebola. À l'issue de cette formation, 1363 agents seront outillés, 438 à Dakar, 526 à Tambacounda, 239 à Kolda et 166 à Kédougou, région frontalière avec la Guinée où sévit encore l'épidémie des MVE. En mot d'économie à présent, la contribution du secteur minier pour l'économie nationale jugée trop faible selon un rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle s'élève à 41 milliards de francs CFA. D'après ce rapport, de 2003 à 2012, l'État du Sénégal a perdu 413 milliards de francs CFA d'exonération fiscale. Les acteurs de la société civile étaient en tournée à Ngoundiane où l'on trouve des carrières de basalte. Suivant ce reportage de nos correspondants, Charanta Diop et Saïla Tire. Sur la montagne, une vingtaine de carrières d'exploitation de basalte pullulent un peu partout. Ces carrières sont entourées de villages. Le village de Ngalen, situé à 200 mètres des mines, est touché par une pollution sonore et atmosphérique. Il y a la maladie sur la population, parce que si tu vois la poussière, si la machine fonctionnait, tu ne pourras pas voir les villages environnants à cause de la poussière. Donc il y a partout la poussière dans les locaux. Donc la poussière aussi, ça dégrade la terre. Ça dégrade la terre. Ici, il y a les maraîchages, il y a les terres cultivables, mais on ne peut plus produire comme on produisait avant. Abdou Aziz Diop du Forum Civil, le coordonnateur de l'antenne régionale, publiait ce que vous payez, fait des pieds et des mains pour obliger les entreprises minières de la localité à satisfaire toutes les exigences de la norme initiative pour la transparence et la gestion des entreprises minières. Le privé, il faudrait qu'on le sache, il est venu pour faire du profit. Ce n'est pas des mécènes. Les entreprises privées font du profit. L'État aussi est dans une logique de développement durable. Les collectivités locales abritent ces industries, mais souvent ne reçoivent que d'infimes sommes qui ne permettent pas de booster le développement local. Mais les populations, elles, comme vous l'avez dit, elles sont dans une logique de survie. Donc c'est des attentes fortes par rapport à l'emploi, par rapport au chômage, par rapport à l'environnement. Donc aujourd'hui, nous, en tant que société civile, nous devons être
cette interface qui permet à ces populations impactées de recevoir les retombées positives de ces ressources minérales de manière globale. Toutes ces préoccupations contenues dans le projet du nouveau code minier devront trouver solution dès la mise en vigueur des nouveaux textes. Et puis la Banque mondiale injecte 17 milliards de francs CFA pour l'amélioration de l'irrigation des terres de la vallée du fleuve Sénégal à Matam. Une somme qui va servir à construire des ouvrages hydrauliques et qui répond aux inquiétudes des riziculteurs. Plus de détails avec Ali Bandelnian. De nouveaux aménagements ont été réalisés durant ces 3 dernières années, du matériel agricole pour la mécanisation de la culture irriguée déployé également. Mais la maîtrise de l'eau reste et demeure un obstacle majeur. La baisse drastique chaque année du niveau d'eau du fleuve Sénégal et de ses affluents ne favorise toujours pas la double culture. Face à cette contrainte, l'OMVS, à travers la Banque mondiale, vient de lancer les travaux de la deuxième phase du PJ pour renforcer les acquis de la SAED. Il y avait aussi un autre problème qui était au niveau de ces périmètres de Amadi Bounare et Orkadiéré, c'était le retrait prématuré des eaux du Djoulol. Ça aussi, dans la première phase, il y a un ouvrage qui a été réalisé qui aujourd'hui leur permet de pouvoir faire un calendrier culturel, respecter le calendrier culturel. Et également, cet ouvrage, cerise sur le gâteau, leur permet non seulement de pouvoir sécuriser donc leur culture d'hivernage, mais même de pouvoir envisager des cultures de contre-saison, à l'image de Orkadiéré qui a fait l'année en 2015 la campagne historique de contre-saison chaude. Pour la première fois, ils ont pu avoir ça dans leur histoire. Le Djoulol, j'ai posé le problème qu'il posait pour l'alimentation à nos deux périmètres. Nous voulons maintenant nous attaquer à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est l'eau qui vient du Djiri, qui amène donc du bassin versant du Djoulol, qui amène le sable, qui le dépose au niveau du Djoulol. Donc dans la deuxième phase, nous allons faire un projet d'aménagement. Nous allons aménager le bassin versant pour pouvoir limiter le dépôt solide qui arrive vers le Djoulol. Ensuite, dans ce même programme, pour ce qui est donc le secteur où nous sommes, il est envisagé, il est retenu de réaliser l'ouvrage de contrôle de décrue de Yédia. Depuis très longtemps, aussi bien les autorités ont toujours exprimé leur souci d'une meilleure valorisation de l'eau de crue. Une deuxième phase très attendue par les paysans de la région de Matam qui ne cachent plus leurs espoirs après autant d'efforts consentis pour l'amélioration du secteur agricole. Du côté de la SAED, les entreprises ont déjà été désignées pour le démarrage effectif des travaux sur les différents ouvrages hydrauliques prévus à cet effet. Retour à Dakar, les plages peu fréquentées en ce mois de janvier, malgré la relative fraîcheur. Sur les plages dakaroises, seuls les étrangers profitent du beau temps. Chertidiane John et Younous Diatta se sont rendus à la pointe des Almadies. Reportage. 27 degrés à Dakar, à la plage Pointe des Almadies. Le temps est clément, l'air agréable à respirer cet après-midi. Presque pas l'ombre d'une personne sous les tentes de ce maître nageur. J'ai la chance d'avoir cette clientèle, cette parasol, ça veut dire les parasols à 1000 francs quoi. Ben, on était travaillé vers midi parce que le matin c'est encore plus chaud que l'après-midi quoi en général. Ibou, un immigré vivant aux États-Unis, actuellement en vacances à Dakar, venu accompagner sa petite famille. On entend du Sénégal, ils entendent du Sénégal, ils veulent venir à la plage. C'est pour ça qu'ils sont venus ici, bon, pour se baigner quoi. Mais il fait froid, L'eau fait froid, oui. Comparé d'où il vient, ça va quoi, la température ça va. Cap sur un autre endroit, presque même ambiance. Damien, ressortissant français, et Ousmane, ne pouvant plus supporter la chaleur, viennent pour diverses raisons. Pour la mer, le soleil et la chaleur. Pour moi, il fait chaud ici. Et à Paris, il fait 4 degrés en ce moment. C'est le frigo. ici, il fait beau, il fait bon. Ça nous étonne. Parce que les scientifiques disent que c'est le changement climatique qui circule partout dans le monde. Ce mois-ci, il s'était si froid, mais pour l'instant, ça varie quoi. Donc il y a les Français qui se baignent, vous voyez, il y a des gens qui se promènent tranquillement, mais nous les Sénégalais, il y a quelques personnes qui se baignent dans l'eau, mais actuellement il fait froid. C'est un manque à gagner beaucoup même, parce qu'on a des gens à payer, des pères de famille sont là. Le mois de janvier réputé froid, pour 2016, le constat est tout autre. Et puis l'actualité internationale nous mène en Corée du Nord avec Pyongyang qui annonce son premier essai nucléaire d'une bombe H. Au large des côtes turques, 36 migrants sont morts noyés. Mais tout d'abord, direction la Côte d'Ivoire où le Premier ministre a présenté la démission de son gouvernement ce mercredi. Daniel Diouf.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a accepté mercredi la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de son gouvernement, 2 mois après le début de son second mandat. Le Premier ministre a présenté sa démission avant le début du premier Conseil des ministres de l'année. Aucune surprise, un remaniement gouvernemental était attendu depuis plusieurs semaines, selon la presse et les observateurs. Pour rappel, Alassane Ouattara a été réélu pour un second mandat en octobre. En Centrafrique, la présidentielle commence à livrer ses premiers secrets. 2 anciens premiers ministres, Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Doléguélé, au coude à coude selon des résultats partiels qui créent déjà un début de polémique chez des candidats moins bien placés. Les suffrages décomptés représentent 53% des votes. Une trentaine de candidats sont en lice pour ce premier tour de la présidentielle dont les résultats complets devraient être rendus publics d'ici vendredi. Au moins 36 migrants, dont plusieurs enfants qui tentaient de rejoindre la Grèce, sont morts noyés au large des côtes turques lors de plusieurs naufrages. Le drame a eu lieu mardi. Les gendarmes turcs ont repêché 29 corps sans vie et les gardes-côtes 7 victimes supplémentaires dans les eaux glacées. Une première embarcation a chaviré avec 22 personnes à bord en raison des vents forts. Une autre embarcation dans laquelle s'étaient entassés 58 migrants a vu certains candidats sauvés mais hospitalisés en état d'hypothermie. Enfin, la Corée du Nord, qui a annoncé son premier essai nucléaire d'une bombe H, l'annonce a subitement entraîné l'hostilité immédiate des grandes capitales. Les États-Unis promettent une réponse appropriée aux provocations du régime nord-coréen. La Chine a fait part de sa ferme opposition à l'essai nucléaire. Elle a exhorté Pyongyang à tenir son engagement de dénucléarisation. Le Japon et les États-Unis ont demandé la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Corée du Sud a également vivement condamné ce 4e essai nucléaire nord-coréen. Pour sa part, le ministre britannique des Affaires étrangères déclare dans un tweet que si les rapports sur un essai de bombe H nord-coréenne sont vrais, il s'agit d'une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La France, de son côté, condamne l'essai et appelle à une réaction forte de la communauté internationale. Daniel Diouf, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Merci à toi également, Léa. Merci, chère Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Bouba.